Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir comment les électrons s'organisent autour du noyau d'un atome. On sait depuis environ un siècle que le modèle de Bohr est obsolète et que l'électron ne tourne pas autour du noyau sur des trajectoires circulaires précises. À cause du principe d'indétermination d'Heisenberg, on ne peut pas connaître sa position exacte. Au lieu de parler de trajectoire, on parle plutôt de probabilité. On définit alors une région de l'espace autour du noyau, appelée orbitale atomique, où l'on a une probabilité très élevée de trouver l'électron. Pour décrire précisément où se trouve un électron et quelle est son énergie, les scientifiques utilisent 4 nombres quantiques, comme les coordonnées GPS d'un électron dans l'atome. En mécanique quantique, l'électron ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Elle ne prend que des valeurs discrètes, un petit peu comme les marches d'un escalier. On ne peut pas être entre deux marches. L'énergie est quantifiée. Revenons maintenant à notre sujet des nombres quantiques. Le premier, le nombre quantique principal, n. Il indique le niveau d'énergie principale de l'électron, qu'on appelle aussi la couche électronique. La valeur de n est toujours un entier positif, n égale 1, 2, 3, 4, etc. Pour les éléments connus sur Terre, on dépasse rarement n égale 7. Concernant la distance de n par rapport au noyau, plus n est grand, plus l'électron a une probabilité de se trouver loin du noyau dans une zone appelée orbitale. L'orbitale est une fonction mathématique qui décrit la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné. Concernant l'énergie, plus l'électron est sur une couche élevée, plus son énergie est importante. Et concernant la notation du nombre quantique principal, on utilise aujourd'hui la notation numérique. Toutefois, dans certains domaines, comme la spectroscopie des rayons X, on emploie encore une notation plus ancienne par lettres. n égale 1 correspond à la couche K, n égale 2 à la couche L, n égale 3 à la couche M, et ainsi de suite. Et cette coexistence s'explique par l'histoire. Au début du XXe siècle, le physicien anglais Charles Barkla étudie les rayons X émis par les atomes. Il observe alors 2 types de rayonnements, l'un très énergétique et l'autre beaucoup moins. Il a d'abord nommé ces rayonnements A et B, puis les a renommés K et L en choisissant des lettres au milieu de l'alphabet, pensant qu'on découvrirait peut-être des séries plus énergétiques ou moins énergétiques. Plus tard, on comprend que ces rayonnements correspondent à des électrons qui changent de couche autour du noyau. La série K est liée à la couche la plus proche du noyau, la série L à la suivante. Ces noms étaient déjà bien établis quand le modèle de l'atome de Bohr apparaît et ils sont restés. Passons maintenant au deuxième nombre quantique, petit l, appelé le nombre quantique secondaire ou azimutal. À l'intérieur de chaque couche n, il existe des sous-couches définies par le nombre quantique L. L définit la forme géométrique de l'orbitale dans laquelle circule l'électron et par conséquent son moment angulaire orbital. Les valeurs possibles de L dépendent de n. Pour une couche donnée, le nombre quantique L peut aller de 0 à n-1. Si n égale 1, alors L égale n-1 égale 0. L'orbitale est appelée orbitale S car elle a une forme sphérique. Si L égale 1, l'orbitale est appelée orbitale P, elle est en forme de sablier avec 2 lobes. Si L égale 2, l'orbitale est appelée D et a une forme plus complexe avec 4 ou 5 lobes. Et si L égale 3, l'orbitale est appelée F et est encore plus complexe, etc. Revenons plus en détail sur ces sous-couches. Par exemple, pour n égale 1, il s'agit de la première couche électronique la plus proche du noyau. L égale n-1 égale 1-1 égale 0. Cette première couche ne possède donc qu'une seule sous-couche, notée 1s. Le 1 correspond à la première couche principale, n égale 1, et s à la forme sphérique de la sous-couche L de l'orbitale. Quand L égale 0, le moment angulaire orbital est minimal. L'orbitale est sphérique, symétrique dans toutes les directions et sans orientation particulière. C'est donc la forme la plus simple. Quand n égale 2, sachant que L peut aller de 0 à n-1, on a donc L égale 0 et L égale n-1 égale 1. On obtient donc 2 sous-couches, 2s et 2p. Le 2 indique la couche principale, n égale 2, S correspond à L égale 0 avec une orbitale sphérique, tandis que P correspond à L égale 1 avec une orbitale en forme de sablier. L'orbitale 2s est plus grande que l'orbitale 1s,
car pour n égale 2, les électrons ont une probabilité plus élevée de se trouver à une plus grande distance du noyau. L'orbitale 2s s'étend donc davantage par rapport à celle de n égale 1. L'orbitale de p, en forme de sablier, est plus complexe, elle existe en 3 orientations perpendiculaires, px, py, pz. L'électron a une forte probabilité d'être dans l'un des deux lobes, mais jamais exactement au centre. Cette région centrale s'appelle un nœud de probabilité. De plus, l'énergie des électrons de P est légèrement supérieure à celle des 2s car les électrons 2s passent plus près du noyau grâce à leur forme sphérique. n égale 3 correspond à la troisième couche électronique, plus énergétique que n égale 2. Les électrons sont donc en moyenne plus éloignés du noyau. Le nombre quantique petit l peut prendre toutes les valeurs entières de L égale 0 à n-1, donc pour n égale 3, L égale 0, 1 et 2. Ça signifie que la couche n égale 3 contient 3 sous-couches, S, P et D. On a donc L égale 0 qui correspond à l'orbitale 3s, une orbitale sphérique. L égale 1 correspond aux orbitales P, elles sont au nombre de 3, en forme de sablier, notées Px, Py et Pz. Dans la troisième couche, on les appelle aussi les orbitales 3p. Et pour L égale 2, ce sont les orbitales 3d, 5 orbitales complexes en forme de trèfle à 4 lobes non sphériques. Pour n égale 3, on a donc un total de 9 orbitales possibles. Les orbitales 3d ont une énergie un peu plus élevée que les 3p, elles-mêmes un peu plus élevées que les 3s, comme expliqué précédemment. Pour n égale 4, on a 4 sous-couches, S, P, D, F. Mais bon, je vais m'arrêter là, le principe est le même pour les couches suivantes, avec des orbitales de plus en plus complexes à mesure que n augmente. Le troisième nombre quantique, ml, appelé nombre quantique magnétique, qui indique l'orientation des orbitales dans l'espace par rapport au noyau, selon les axes x, y et z. Les valeurs de ml dépendent du nombre quantique secondaire petit l et peuvent prendre tous les entiers compris entre -l à +l en passant par 0. Chaque valeur de ml correspond à une orbitale distincte, ce qui détermine le nombre d'orbitales possibles pour une sous-couche donnée. Pour une orbitale s, L égale 0, donc ml égale 0. Il n'y a qu'une seule orientation possible, car une sphère reste la même dans tous les sens. Pour les orbitales p, L égale 1, donc ml peut valoir -1, 0, +1. Il y a donc 3 orientations possibles. Une sur l'axe X, notée Px, une sur l'axe Y, notée Py, et une sur l'axe Z, notée Pz. Pour chaque sous-couche L, le nombre d'orientations spatiales ml possibles est 2l plus 1 valeur entière, donc de -l à -1, on a L valeur, 0 représente une valeur de L, et de +1 à +L, on a L valeur, donc le total est L plus 1 plus L, qui est égal à 2L plus 1. Par exemple, si L égale 1, sachant que 2L plus 1 égale 3, ml égale 3 orientations possibles. Et si L égale 2, alors ml égale 2 fois 2 plus 1, ce qui fait 5 orientations possibles. Et pour les F, L égale 3, on a 7 orbitales. Ce nombre quantique est dit magnétique car il devient déterminant lorsque l'atome est placé dans un champ magnétique externe. Sans champ magnétique externe, toutes ont exactement la même énergie, ces orbitales sont dites dégénérées. L'atome est alors isotrope, aucune direction n'est privilégiée dans l'espace. Avec un champ magnétique externe, le champ, choisi par convention selon l'axe Z, brise la symétrie. Les différentes orientations des orbitales réagissent alors différemment au champ et on peut les distinguer. Mais les énergies deviennent différentes. C'est la levée de dégénérescence, un phénomène appelé effet Zeeman. Et le quatrième nombre, ms, le nombre quantique magnétique de spin. Le dernier nombre est un peu spécial car il ne décrit pas l'orbital mais l'électron lui-même. Pour se représenter le spin, on peut imaginer l'électron comme une petite toupie qui tourne sur elle-même autour d'un axe, c'est juste une image très pratique pour comprendre. Grâce à son spin, il possède un moment magnétique et se comporte comme un minuscule aimant. Il n'y a que 2 orientations possibles, plus 1,5 représenté par une flèche vers le haut, appelée spin-up ou spin-haut, et moins 1,5 représenté par une flèche vers le bas, appelée spin-down ou spin-bas. Un point très important, selon le principe d'exclusion de Pauli,
Deux électrons occupant la même orbitale doivent avoir des spins opposés. Chaque orbitale peut contenir au maximum 2 électrons. Dans un atome, 2 électrons ne peuvent jamais avoir les 4 mêmes nombres quantiques. Si 2 électrons sont dans la même orbitale, ils ont déjà les 3 premiers nombres quantiques n, l et ml. Pour respecter le principe de Pauli, ils doivent donc différer par le 4e nombre, le spin ms. L'un est un demi, l'autre est forcément moins un demi. Par exemple, une orbitale s, qu'elle soit 1s, 2s ou plus, ne peut contenir que 2 électrons de spin opposés. Une sous-couche P a 3 orbitales et peut contenir 6 électrons au total, 2 dans 2px, 2 dans 2py et 2 dans 2pz avec des spins opposés dans chaque orbitale. La règle simple pour calculer le nombre maximal d'électrons dans une sous-couche est 2 fois 2L plus 1. Prenons l'exemple du sodium avec ses 11 électrons. On remplit les orbitales selon leur ordre énergétique en respectant que chaque orbitale ne peut contenir que 2 électrons au spin opposé et qu'au sein d'une sous-couche, on place d'abord un électron dans chaque orbitale avant d'ajouter le deuxième électron. La couche n égale 1 possède une sous-couche 1s, L égale 0, c'est-à-dire une orbitale sphérique qui contient 2 électrons de spin opposé, notée 1s2 flèche haut flèche bas. La couche n égale 2 a une sous-couche 2s contenant 2 électrons de spin opposé, notée 2s2 flèche haut flèche bas, et une sous-couche de P, L égale 1, formée de 3 orbitales 2px, 2py, 2pz qui contiennent 6 électrons au total, notés 2p6 ou 2px2, 2py2, 2pz2. La couche n égale 3 ne contient qu'une sous-couche S3, L égale 0, contenant un électron, noté 3s1 flèche haut. La configuration complète du sodium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 1s2 a 2 électrons, 2s2 a 2 électrons aussi, 2p6 possède 6 électrons et 3s1 a 1 électron. Le total, 2 plus 2 plus 6 plus 1 égale 11 électrons. Pour résumer, ces 4 nombres quantiques n, l, ml, ms permettent de caractériser un électron. Dans un atome, chaque électron a toujours une combinaison unique de ces 4 nombres. Les 3 premiers nombres décrivent l'orbitale et chaque orbitale peut contenir au maximum 2 électrons dont le spin est défini par le 4e nombre quantique ms. N représente la couche principale et détermine à la fois la taille et l'énergie de l'orbitale. L détermine la sous-couche et la forme de l'orbitale, notée S, P, D, F ou plus. ML représente l'orientation de l'orbitale dans l'espace. Et ms détermine le spin, c'est-à-dire l'orientation du moment angulaire intrinsèque de l'électron. Ces 4 nombres donnent la carte d'identité de chaque électron dans un atome.